En manchette, aujourd'hui, plus de 30 espèces de poissons auront pleinement accès au milieu humide de l'île aux castors. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 8 octobre 2024, Alain Belle-Humeur au pépitre. On parle maintenant d'une route, façon de parler, construite pour les poissons. En effet, Canard Illimité Canada est fier d'annoncer un grand projet d'aménagement faunique à l'île aux castors, dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre, un territoire désigné site Ramsar et réserve mondiale de la biosphère. Ce chantier d'envergure, qui se réalisera cet automne, prévoit la mise en place d'un tout nouveau ponceau muni d'une voie migratoire sous la route 158. L'objectif est d'assurer la libre circulation des poissons entre le fleuve et les milieux humides de l'île aux castors, ceci pour favoriser leur reproduction. Ces herbiers aquatiques constituent des sites d'alimentation et de frais importants pour plus de 30 espèces de poissons. On parle du grand brochet, de la perche chaude, par exemple. En plus d'offrir cet accès vital aux poissons, le projet permettra de soutenir la biodiversité de l'île aux castors. En effet, la stabilisation du niveau d'eau via les seuils de la voie migratoire assurera le maintien des bonnes conditions dans les marais, offrant ainsi des habitats de choix pour la faune et la flore des milieux humides. Ici, on parle de sauvagines, des amphibiens, des reptiles, des mammifères aquatiques. Le projet a été conçu et chapeauté par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, avec la collaboration de la MRC de Dautré et de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier-Sézille, la CIRBI. À la suite des travaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable aura la charge de l'entretien à long terme de la voie migratoire à titre de propriétaire de cette infrastructure. CTRB a rencontré sur place Claudia Lessard, chargée de projet pour Canard Illimité. Elle nous parle de ce projet innovant. Je suis en compagnie de Claudie Lessard. Bonjour, Claudie. Bonjour. C'est marqué Canard Illimité ici, responsable d'un chargé de projet pour un beau projet qui s'en vient ici. Très contente. Très contente, oui, mais je pense que c'est exceptionnel et très motivant, très innovateur. Absolument. Moi, le premier point qu'on va dire, c'est que les gens ici, quand on prend les ponts des îles, comme on dit, demeurant Saint-Ignace, on a vu apparaître une affiche « Travaux sur la 158 avec les deux sens » à partir du 14 octobre de la semaine prochaine. Ce n'est pas des travaux du ministère des Transports, ça va être des travaux de Canard Illimité. Effectivement. Tu peux-tu me parler, premièrement, c'est quoi Canard Illimité? Moi, je le sais, mais dans tes termes, c'est encore mieux. Bien, Canard Illimité, c'est un organisme à but non lucratif. On est au Québec depuis 1976. C'est une équipe multidisciplinaire, biologiste, technicien de la faune, géomatique, en administration, forestier. Bref, une géographe. On a vraiment une belle équipe dynamique. On a 3 volets sur lesquels on travaille particulièrement. C'est le volet géomatique, c'est-à-dire c'est la conservation la technologie des conservations. Cette équipe-là font de la cartographie de l'ensemble du Québec pour identifier les milieux humides puis pouvoir offrir des outils pour les gens qui vont prendre des décisions, comme les municipalités. On a aussi une équipe d'acquisition qui vont protéger les sites. Les sites qui sont déjà beaux comme ils sont, on peut les protéger lorsqu'un propriétaire a un intérêt. Puis il y a l'équipe de restauration qui est vouée à améliorer l'aspect d'un marais qui manque un petit peu d'amour, qui pourrait être bonifié avec un aménagement faunique qui pourrait être fait, comme c'est le cas ici. Comme c'est le cas ici. Parce que vous êtes beaucoup impliqués ici. Il faut dire qu'à l'origine, c'est une association de chasseurs qui voulait protéger des terrains humides pour la sauvagine aussi,
pour favoriser leur passe-temps qui était la chasse aussi. Là. Absolument. Ça a beaucoup évolué. C'est plus que des canons. Canons limités, c'est beaucoup plus que des canons limités. Votre origine, l'origine, c'est bien expliqué. Mais avec le temps, c'est un constat. L'utilisation des milieux humides, c'est une faune très diversifiée qui vont l'utiliser, que ce soit autant la faune la sauvagine, la faune aquatique, mais les amphibiens vont l'utiliser, les reptiles vont l'utiliser, les mammifères aussi, le renard musqué, ils vont l'utiliser, le castor, on le voit beaucoup présent, et les poissons aussi qui vont venir frayer à même le marais pour pouvoir augmenter la productivité de ces milieux-là. On est conscient qu'on est proche du fleuve. Oui. Quand tu me parles d'écosystème aussi, on va parler que c'est bon pour nous aussi. Là. Absolument. C'est quand même bon pour l'environnement. Si on n'a pas ces écosystèmes-là, on va avoir des problèmes un jour. Là. On les compare souvent aux reins de la planète, puis je pense qu'on n'a plus besoin d'explications. Avec les changements climatiques, on réalise de plus en plus l'importance des milieux humides. Puis c'est important, puis je pense qu'il y a une action communautaire actuellement qui fait en sorte qu'on les protège de plus en plus, puis il faut en faire encore plus. Donc notre implication, elle est de classe, mais on sait que nos partenaires sont également impliqués, puis on l'apprécie beaucoup. Là, on va parler d'un projet innovant, exceptionnel, je pourrais dire, qui va se passer ici, justement, avec le premier pont des îles. Ici, on parle sur la route 158. Si on regarde, tu me montrais que ça va se passer ici. Vous avez l'ambitieux projet, parce que c'est quand même un projet ambitieux, de créer un tunnel pour favoriser le frayage des poissons. Donc, on parle de perches chaudes, de dorées, de brochettes, d'autres choses. Peux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi ce projet-là? Oui. Visuellement, on peut le voir. Actuellement, la route 158 crée un certain obstacle à la libre circulation du poisson. Il existe des petits ponceaux d'installés puis des aménagements qui sont faits, mais ils ne sont pas à leur maximum parce qu'on a seulement 1 % des poissons qui utilisent le territoire. Nous, on veut vraiment le bonifier le plus possible. Donc, ce qui va être mis en place, c'est un ponceau voie migratoire. C'est un ponceau de 32 mètres de long. 32 mètres de long. C'est gros, donc, ça, qui traverse complètement la route 158. Le diamètre, c'est de 2,7 mètres de diamètre. À l'intérieur, il va y avoir 13 seuils à différentes élévations qui va permettre le poisson de passer... Ah, il va y avoir des montées? Oui, il va y avoir des montées, comme une passe migratoire. Il va y avoir des montées entre les passes migratoires, entre les seuils. Il va y avoir des zones intermédiaires pour que les poissons se reposent avec un lit de granulométrie qui va ressembler à un lit de rivière. Donc, les poissons vont pouvoir partir du fleuve. Donc, le lien hydrique va être de nouveau accessible. Puis le poisson va pouvoir passer du fleuve Saint-Laurent vers le marais. Un milieu stable, riche en invertébrés, un mouvement d'eau plus limité. Donc, les poissons vont pouvoir frayer, déposer leurs œufs. Le milieu stabilisé, les alevins vont pouvoir se développer. Puis, rendu à un certain stade, ils vont pouvoir se retourner au fleuve, comme les géniteurs vont avoir retourné également au fleuve. Donc, notre projet ambitieux se fait particulièrement avec les gens du ministère de la Faune, le MDD, le ministère de la Faune, les biologistes du ministère de la Faune. Ces gens-là, c'est eux autres qui sont le fruit de cette expertise-là pour trouver la bonne élévation, le 7,5 cm entre les seuils. C'est eux autres qui ont l'expertise, puis on l'apprécie vraiment. Est-ce qu'il va falloir vous monteriez le chemin aux poissons? Dans le sens que des poissons, naturellement, c'est parce qu'ils se frappaient à un mur puis ils revenaient de bord. Naturellement, vous avez la preuve qu'ils vont l'utiliser rapidement. Oui, définitivement, parce qu'on a positionné le ponceau dans l'axe naturel. Donc, il va être au centre du marais, qui est d'un côté de la route 158, puis au centre du marais de l'autre côté. Donc, le poisson, ça va être la voie naturelle. Puis, on va le voir, ça va être évident avec une photo aérienne ou avec un drone au printemps prochain que l'accessibilité, elle est facile à faire. Puis, les poissons, on n'aura pas besoin de leur donner une indication. Ils vont se rendre. Il va y avoir un mouvement d'eau, il va y avoir une attirance qui va être faite, fait que les poissons vont accéder là, vers ce milieu-là. C'est passionnant. Cet investissement-là, c'est un partenariat avec Canal et l'Unité, avec le ministère. Ça représente beaucoup de sous, là. C'est un projet de plus de 3 millions. Un des partenaires financiers importants, c'est la Fondation de la Faune du Québec, avec qui on travaille depuis bon nombre d'années, puis qui sont un partenaire précieux pour nous. Donc, c'est un projet majeur. C'est quelque chose qui était sur la table depuis bon nombre d'années. Et puis, on voit la réalisation maintenant. Donc, tout s'enligne pour bien aller dans le processus de réalisation. C'est fait à ce temps-ci de l'année à cause des basses eaux? Oui. À cause de... Oui, il faut essayer d'utiliser la période où il va y avoir le moins d'impact sur la faune, puis également utiliser les périodes où il y a l'étiage, parce qu'il y a quand même, c'est des travaux qui doivent se faire à sec.
Donc, ça va être, ça va être phasé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une voie de contournement pour permettre aux gens de circuler d'un côté. Il va y avoir la construction du ponceau du côté amont, donc il va y avoir une section du ponceau qui va être installée. Par la suite, tout ça va être abrillé. Les gens vont pouvoir retourner, circuler de ce côté-là. Il va y avoir l'autre section, la partie aval, qui va être construite. Puis après ça, tout ça va être abrillé pour finir avec l'assise routière, là, comme c'était avant. Oui. On parle de combien de semaines de délai? Pour l'instant, le projet, c'est une quarantaine de jours. Okay. On a un calendrier de travail avec l'entrepreneur, puis ça rentre dans les 40 jours. On souhaite que ça se déroule rondement. Pendant les travaux, tous les travailleurs de Colas vont être là avec le chargé de projet. Puis on a également Parallèle 54 qui vont assurer la surveillance pendant toute la durée des travaux. Puis nous, autant les gens du ministère qu'Économité, on fait des visites régulièrement. Donc, on est confiant que ça va aller rondement là, pour cet aménagement-là. On est prêt pour l'accueil des fameuses sauvagines, des fameux canards qui s'en viennent. Ils vont trouver ça tout beau, ils vont trouver qu'on prend soin d'eux. Absolument, parce qu'on va stabiliser le niveau d'eau. Déjà, le regroupement ici, la Serbie, protège vraiment bien le territoire. Il faut savoir que notre implication sur le site ici date de 87, lorsque les premières démarches de partenariat financier ont été mises en place pour permettre la Serbie de se porter acquéreur d'une partie des îles. Des îles de Sillé, puis dans ce secteur-ci. Et puis, par la suite, on a signé une entente avec eux autres pour protéger le milieu. Puis, dernièrement, on a amélioré aussi avec eux autres toute la prairie humide pour permettre là, de rendre ça plus naturel, les parties qui étaient en zone inondable, alors qu'il y avait plus d'agriculture. Là, on a mis ça plus naturel. Fait que c'est un beau partenariat qu'on a avec eux. Bon, on te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. La présentation. On va suivre ça rondement. On va venir voir. Là, tu vas sûrement sur le terrain, toutes sortes. Puis quand il y aura des étapes cruciales ou des choses, bien, parle-nous-en, puis on va suivre les évolutions. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 8 octobre, pas d'anniversaire à souligner, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chers téléspectateurs. Donc, c'est le cas. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Également, le 8 octobre, peut-être un éphéméride, Gilles Villeneuve remportait sa première victoire. C'était le 8 octobre 1978 sur le circuit de l'île Notre-Dame. Donc, la première victoire du Berthollet en Formule 1, le circuit qui, par la suite, deviendra le circuit Gilles Villeneuve. On se déplace maintenant au conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. Encore là, la séance du 1er octobre comptait plusieurs points. On en a choisi ou extrait quelques-uns de cette séance du conseil. Dans un premier temps, on parle d'une mise à jour du programme fonctionnel et technique pour la conversion de l'Église en centre communautaire.
Mise à jour du programme fonctionnel et technique pour la conversion de l'Église au centre communautaire. Considérant la confirmation de l'aide financière pour le projet de conversion de l'Église en centre communautaire, considérant que la firme DG3A Architectes a soumis une offre de service professionnel pour la mise à jour du programme fonctionnel et technique au montant de 10 580 $, taxes en su. Que l'offre de service est acceptée, qu'elle peut présenter comme un montant de 10 580 $. Donc, il est proposé par M. Gilles Courchaine, secondé par M. Valois. Daniel, à ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Également, toujours lors de cette séance des élus de Saint-Ignace de Loyola, qui était présidée par le conseiller municipal Christian Valois, il a été question d'un nouveau projet. Ça s'appelle la Grande Semaine des Tout-Petits. On en parle, oui. La Grande Semaine des Tout-Petits. Considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement, considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs-actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société de l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes au milieu venant en aide aux jeunes familles, que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés. Il est proposé par et secondé par que le Conseil autorise M. Jean-Luc Barthes, maire, à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la Grande Semaine des Tout-Petits. Que le Conseil autorise M. Jean-Luc Barthes, maire, à procéder à la levée du drapeau de la Grande Semaine des Tout-Petits et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou, le carré doudou le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités de la GSTP. Donc, j'en prendrai un proposeur, Mme Évelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Agenda de poche. Point 9. Il y a la proclamation. Oh, oui, j'avoue. Excusez-moi, je reviens. La proclamation. Jean-Luc Barthes, maire, proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales. Il souligne que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble, pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. J'avais oublié la proclamation. Désolé. Également, les élus de Saint-Ignace de Loyola ont adopté une résolution pour l'embauche de la firme comptable pour l'audit 2024, donc offre de services professionnels. C'était l'un des points discutés. On écoute le pro-maire Christian Valois. Comptable audit, au point 10, offre de services professionnels. Considérant l'offre de services reçue de la firme DCA, comptable professionnel agréé et incorporé, pour différents services tels que la conciliation de la comptabilité, la préparation des feuilles de travail de l'exercice, l'audit du rapport financier de l'exercice et l'audit du régime de
de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice 2024. Il est proposé et secondé par et résolu d'accepter l'offre de service de la firme comptable DCA, comptable professionnel agréé incorporé, pour les services mentionnés précédemment concernant l'année 2024 pour un montant avant taxe de 23 200 $. Donc, je vais prendre un proposeur, M. Guerdin, M. Cruchain. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci. Le musée Gilles Villeneuve invite les amateurs de sport motorisé à son banquet bénéfice annuel. L'événement retiendra l'attention mercredi, le 30 octobre prochain, et se déroulera à l'Hôtel Intercontinental à Montréal. Parmi les invités, le musée accueillera Alan Labrosse, actuel directeur général de la série NASCAR Pinties, donc la série NASCAR canadienne, pilote de course, agent de pilote, propriétaire d'un circuit de course. La feuille de route d'Alan Labrosse est bien remplie et l'invité du musée est aujourd'hui à la tête de la populaire série canadienne de NASCAR. Également, les gens présents auront la chance de rencontrer Élise Rassette, nommée récemment présidente de la Commission des bénévoles et des officiels de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Issue du monde du rallye, Élise Rassette occupe aussi le poste de présidente de l'Automobile Club de l'île Notre-Dame, donc on pourra mieux la connaître. Le musée Gilles Villeneuve soulignera aussi lors de ce banquet la passion du pilote qui demeure dans l'Anaudière, Claude Leclerc, 82 ans, toujours actif au volant de son bolide dans la série ACT, l'American Canadian Tour. Annuellement, le banquet du musée Gilles Villeneuve regroupe de nombreux passionnés du sport motorisé et cette soirée se veut, pour le musée, une importante levée de fonds. Lors de la soirée, 2 encans retiendront l'attention des gens présents et des gens aussi qui pourront miser par le biais des réseaux sociaux. Un encan crié sur place, au cours duquel, parmi les pièces de collection offertes, il sera possible de miser notamment sur un encadrement signé par Gilles Villeneuve. On aura aussi une pièce de collection portant l'autographe du légendaire pilote Ayrton Senna. L'encan silencieux regroupera une bonne vingtaine de pièces, donc ça s'ajoute à l'encan crié, une vingtaine de pièces, peut-être même plus, portant l'autographe de pilotes d'ici et d'ailleurs, d'aujourd'hui et d'hier. On peut citer Niki Lauda, Alain Prost, Max Verstappen, Charles Leclerc, sans oublier nos pilotes québécois, Marc-Antoine Camiran, champion NASCAR Pinties 2024, Andrew Ranger, 2 pilotes de l'équipe GM Payet, Kevin Lacroix et plusieurs autres. Il est possible d'acheter son ou ses billets dès maintenant au coût de 150 $ l'unité ou encore 1100 $ pour une table de 8. Un reçu pour fin d'impôt lié à la partie don au musée sera émis par l'organisme. L'équipe du musée Gilles Villeneuve attend donc votre appel au 450-836-2714, 450-836-2714. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD, le château à Berthierville, le 30 septembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Yolande Gervais, épouse de feu Jean-Guy Dupuis, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Robert Dupuis, elle laisse dans le deuil ses enfants. Yves Dupuis, Sylvie Dupuis, Richard Courchaine. Ses 3 petits-enfants, Nancy Courchaine, Francis Courchaine et Marie-Annick Courchaine. Ses arrière-petits-enfants,
Coralie Jutras, Derek Jutras, Océane Courchaine, Florence Courchaine et Martin Dupuis. Sa sœur et ses frères, Marie-Claire Gervais, feu Maurice Ringuette, Irénée Gervais, feu Pierrette Ross, Jean-Marie Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Yolande Gervais ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre, à 94 ans, est décédée Mme Hélène Laroche, épouse de feu Camille Thériault, demeurant à Berthierville, native de Lanoraie. Elle laisse dans le deuil ses fils, Pierre Thériault, Denis Thériault, Thyriline Mariotte, ses sœurs et son beau-frère, Denise Laroche, Claire Laroche, Pierre Brûlé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Hélène Laroche ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHC Le Château à Berthierville, le 23 septembre dernier, à 71 ans, est décédée Mme Jeanne Mance-Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucie Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 octobre, 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Rouyn-Noranda, le 13 septembre dernier, à 45 ans, est décédé Pierre-Yves Bellemare, conjoint de Jacinthe Pelland, demeurant à Lavaltrie. L'ayant précédé son père Yves Bellemare, il laisse dans le deuil sa mère Jacinthe Lajoie, Jacques Leduc, son frère Mathieu Bellemare, Martine Tellier, ses nièces Eliane et Rose Bellemare, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 13 octobre dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. M. Pierre-Yves Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 3. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 3. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 12. Mercredi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 5, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo.